dans ce monde, les pays du Sud se rendent compte qu'il y a une alternative, que le modèle occidental, qui est en contradiction parce qu'on dit la démocratie, le droit international et autres, mais en même temps on les viole tous les jours. Bonjour, monsieur le professeur. Je rappelle que vous êtes chercheur senior non résident au Middle East Council on Global Affairs à Doha, au Qatar. Je suis très heureux de vous recevoir pour cet entretien suite à votre participation au sommet de Valdaï. Je vous remercie pour l'invitation. Ma première question, monsieur Zoubir, euh, concerne le contenu de votre intervention hier et qui s'articule sur la place des pays du Sud dans le nouvel ordre, dans cette nouvel ordre mondial qui a été en discussion au club et au forum de Valdaï, mais en particulier l'Afrique. Est-ce que vous pensez comment dirais-je, objectivement que cette partie du monde peut avoir sa place dans le nouvel ordre mondial qui est en gestation actuellement. Avant de répondre à votre question, je vous souhaiterais la mettre dans un contexte plus large, c'est-à-dire ce qui se passe depuis quelques années. C'est dans ce sens-là qu'on doit, enfin, mon sujet hier, c'était de parler du nouvel ordre, d'un combat qui se déroule actuellement, et on essaie d'imbriquer, d'une certaine manière, l'Afrique et les autres pays du Sud. Donc, on voit aujourd'hui, et d'ailleurs le conflit en Ukraine met en lumière comment dirais-je, cette rivalité, ou plutôt cette volonté d'un côté, du côté occidental, de maintenir son hégémonie de par le monde. D'ailleurs, il y a, comme on peut l'appeler, la méthode Coué, c'est-à-dire que l'Occident croit qu'il continuera à dominer le monde, qu'il a les meilleures valeurs, les meilleures normes, etc., etc. Il a oublié, c'est quand même assez incroyable, qu'il y a des forces montantes qui n'ont pas accepté cet ordre, qui n'acceptent plus cet ordre, pour beaucoup de raisons dont on pourra discuter. Et donc, vous avez la montée de la Chine, qui est quand même une puissance économique extraordinaire. Vous avez la Russie, qui est quand même une puissance nucléaire, si ce n'est la plus importante puissance nucléaire, puisqu'elle a plus d'ogives que même les États-Unis, même s'ils sont en parité, si l'on veut. Et puis vous avez d'autres pays du Sud qui montent, notamment le Brésil, la Turquie, l'Iran sont des puissances. L'Iran produit pas mal de choses. Et on s'est rendu compte qu'avec la crise, parce que c'est là où ça se situe, avec ce conflit en Ukraine, et on se rend compte que l'Occident, qui réagit d'une manière, l'Occident qui a depuis très longtemps, puissance coloniale et autres, mais même depuis pendant la guerre froide et plus tard, ses interventions dans tous les pays, euh, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, déstabilisation des régimes locaux, la lutte contre des pays qui ont adopté une certaine indépendance politique dans leurs relations internationales, etc. On les a punis. Hein, et donc, dans ce monde, les pays du Sud se rendent compte qu'il y a une alternative. Il n'y a pas que le modèle occidental, oui, qui met en valeur la démocratie, les valeurs, etc., etc., qui est en contradiction parce qu'on dit la démocratie, le droit international et autres, mais en même temps, on les viole tous les jours. Moi, je vous dis, la réaction
à l'intervention russe, dont on pourra parler, on a réagi, occupation illégale, etc. Et on fait fi de l'occupation illégale de la Palestine depuis des décennies, l'occupation du Sahara occidental, dont on ne parle pas, alors que c'est juste à la porte à côté de l'Europe. Ça fait 40 quand même, ça fait 47 ans que ça dure, cette occupation, et autres, hein, on peut en citer d'autres. Donc, les pays du Sud se disent, en fin de compte, on en a marre de tout ça, hein. On veut une alternative. Alors, l'implication de la Chine en Afrique, qui a beaucoup aidé, on peut critiquer certains aspects, mais qui a contribué énormément. Moi, je voyage énormément en Afrique, toute l'Afrique. Le rôle de l'infrastructure dans le développement, et puis une philosophie différente, c'est-à-dire non-interférence dans les affaires internes des États, etc. Donc, il y a une certaine prise de conscience de l'Afrique, de dire, mais basta, c'est fini. Il y a d'autres alternatives. On ne va pas se mettre sur le dos ou s'attaquer à l'Occident, ce n'est pas la question. Mais de dire, on veut diversifier, on veut avoir des politiques indépendantes et on en a marre des interventions d'où qu'elles viennent. Donc, avec cette intervention, on a essayé de les mettre d'un côté, c'est-à-dire du côté de l'Occident. Et là, les pays du Sud, certains ont voté contre la Russie, mais c'était de peur, ou il y a plusieurs raisons pour ça. Mais ceux qui sont un peu plus forts ont montré leur neutralité sans avoir honte, de dire, écoutez, peut-être, enfin, oui, on est contre les interventions, mais vous avez oublié les vôtres, alors ne nous demandez pas de nous aligner contre la Russie. Et certains sont très amis avec la Russie et ils ont des relations commerciales, politiques, culturelles, tout ce qu'on veut, d'achat d'armes, etc. Et donc, c'est pour ça que hier, j'ai parlé d'une, comment dirais-je, que le non-alignement, l'idée d'un alignement, refait surface parmi les pays du Sud, de dire, écoutez, je ne suis pas ton ennemi, mais ne me monte pas contre, ton ennemi n'est pas nécessairement mon ennemi. Voilà un petit peu, on revient à la mentalité de Mandela, qui un jour, quand on lui a demandé, ah, mais tu étais avec Kadhafi, tu étais avec ceci, il a dit, oui, bien sûr, Cuba, la Libye m'ont aidé pendant que vous soutenez l'apartheid. Voilà, il leur a dit très clairement. Et là, c'est la même chose. On dit, écoutez, l'Occident, maintenant, tu te fais une nouvelle virginité, ça y est, tu étais le gentil, mais rappelle-toi ce que tu as fait en Afrique, rappelle-toi ce que tu continues de faire, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient et ailleurs. Donc, il y a si on veut, c'est le non-alignement positif. On peut voir, on peut identifier un coupable sans pour autant être tout à fait contre, parce qu'on peut comprendre certaines choses dont on ne parle pas. Donc, il y a maintenant, on cherche à se faire une place, et c'est pour ça que vous voyez cet intérêt pour les BRICS, par exemple, et certains autres pour le Shanghai, l'organisation de Shanghai, qui est dirigée un peu par l'Organisation de coopération de de Shanghai. coopération de Shanghai. Voilà. C'est-à-dire, et vous voyez les Africains qui disent, on a besoin de développement, et jusque-là, on ne voit pas. On voit une lutte contre le terrorisme, on entend parler de tout ça, mais où est le développement? On n'a pas de développement. On a eu des régimes médiocres. Moi, je suis africain moi-même, je peux dire qu'il y a eu une mauvaise gouvernance, etc. Mais sur le plan du développement, on n'a eu rien. En guise de coopération, on a eu des compagnies qui ont bénéficié les Occidentaux, il y a toujours une présence, et il y a un sens en Afrique, hein, je répète ce que disent certains Africains, qui disent on ne veut plus de politique néocoloniale dans notre continent. Justement, Voilà. je voulais justement rebondir sur ce point-là,
Parce que après 70 ans d'indépendance, euh, si l'on si l'on est un tant soit peu un observateur de ce qui s'est passé dans les pays du Sud, notamment l'Afrique, euh, on peut dire que les pays africains n'ont pas eu vraiment leur indépendance. Ils sont passés d'un système colonial direct avec une présence militaire à un autre système colonial plus insidieux, plus vicieux, à travers le système financier et monétaire international dominé par les cartels privés, notamment ceux de la Cité de Londres ou de Wall Street ou le Club de Paris, le Club de Londres et comme disait Sankara, Oui. le club de je ne sais quoi. Moi, ma question, il est tout à fait évident que si l'on ne fait pas sauter ce système, si on ne le met pas en banqueroute, si l'on ne change pas le système qui a été dominé par la Banque mondiale et le FMI, qui ont en réalité servi ses intérêts occidentaux, est-ce que vous pensez que justement ces pays du Sud auront une chance de se développer, d'arriver à cette stade-là de développement. Et de ce point de vue, est-ce que vous pensez que le nouveau monde qui émerge avec la Russie, avec la Chine, l'Inde et tous les pays qui sont en train de s'agglomérer autour de ce noyau pourrait éventuellement créer un système alternatif à ce système qui a été en réalité un système de domination contre les pays du Sud? Vous avez résumé en quelques mots la situation des 70 ans, effectivement, depuis Bretton Woods de 1944, qui était, au fait, sa cible, c'était les pays développés. Au début, c'était des pays de l'Occident. Il fallait relever l'Europe, etc., qui était détruite par le nazisme et autres. Et ce système qui a été mis en place n'a fait que continuer par d'autres moyens, c'est-à-dire, vous avez votre drapeau, mais vous venez frapper à notre porte parce que vous êtes restés, tous ces pays-là sont soit des producteurs d'une matière première, que ce soit une matière première, que ce soit une matière agricole ou des matières, que ce soit le phosphate, ou que ce soit le pétrole ou autre, encore que les gens, enfin les pays qui produisent du pétrole, ils sont encore un petit peu mieux parce que quand le prix du pétrole augmente, ils arrivent à dégager quelques revenus qui leur permettent de faire certaines choses. Mais il n'y a pas eu d'industrialisation. Il n'y a pas eu d'industrialisation. Il n'y a pas eu, d'un côté, une volonté parce que il y a une élite dans pas mal de pays qui est dépendante, qui bénéficie de certains, de complicité avec l'Occident. Et bien sûr, ça a donné lieu à une mauvaise gouvernance, etc. Et tous ceux qui ont essayé de briser cette dépendance l'ont payé cher. Mais avant, il n'y avait pas d'alternative où se tourner. Il y a eu des théories, moi je me rappelle, enfin, j'en sais, la théorie de la dépendance, etc. Et il y a eu certains pays qui ont eu une volonté de sortir de ça. On les a assassinés, on a assassiné des dirigeants, on a assassiné des chefs de parti, des militants, etc. Donc là, on sent que l'alternative arrive et que l'Occident ne répond pas justement aux besoins de ces pays. On se dit, en fin de compte, on a été exploité, on a eu notre indépendance, mais on continue de vivre sous les mêmes conditions, peut-être un peu mieux. On peut se dire on est indépendant, on est souverain, etc. Mais c'est une souveraineté fictive dans le sens où il y a cette dépendance sur les institutions financières internationales. Et vous avez vu pour les remboursements de la dette, puis l'intérêt sur l'intérêt, etc., etc. Donc, c'est une dépendance continue. Là, quand vous avez des philosophies
des méthodes de développement nouvelles où on parle, je parle un peu de la Chine qui parle d'un développement gagnant-gagnant, où on construit, et les gens le voient. Oui, l'Occident maintenant dit, c'est un nouveau colonialisme. Alors l'ancien colonialisme qui dit, voilà, il y a un nouveau colonialisme qui vient de la Chine ou de la Russie ou autre, hein, ou de la Turquie ou je ne sais quoi. Mais en réalité, il y a une crainte de voir que dans ces pays-là, il peut y avoir un développement, au moins un début de développement, et que quand les Chinois viennent, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. On a vu dans certains pays où le taux de croissance a augmenté à cause des investissements chinois. On ne peut pas le nier. Il y a une infrastructure. Moi, je vais souvent en Éthiopie, je vais depuis longtemps, et j'ai vu comment l'Éthiopie est en train de changer. Il y a des autoroutes maintenant, il y a le grand barrage qui est en train d'être construit, il y a des tramways, il y a partout. En Algérie, vous voyez tout ça, toutes ces constructions, toutes ces infrastructures nouvelles, etc. Oui, on dit la qualité, ceci, cela. Mais il y a quelque chose. Les autres, on ne voit pas, on parle de coopération, mais c'est une coopération vraiment inégale. On a vu, par exemple, quand on parle du Nord-Sud, les relations entre comment on l'appelle déjà pour la Méditerranée, enfin il y a l'Euro-Méditerranée, le processus de Barcelone, l'Union pour la Méditerranée, etc. Ça a toujours été des initiatives qui sont venus du Nord. Alors, Ouais. le Sud a une voix toujours limitée. Et il a une voix un peu plus élevée quand il y a eu le terrorisme, des vagues de terrorisme, etc., après le 11 septembre, etc. Et après, on a essayé d'imposer d'autres choses sous un autre nom, hein, au nom de ceci, au nom de cela. Mais je pense que le Sud, déjà, il y a une prise de conscience. Et tout va dépendre de ce que ce nouveau monde, excusez-moi, ce qu'il signifie. Ça veut dire quoi? Dans ce nouveau monde, hier je parlais de ça, vous voyez la déclaration du président Biden en mars de cette année. Il dit, c'est écrit, hein, c'est pas, je ne Oui, oui. raconte pas, je n'invente pas, il dit, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger et on va en être les dirigeants. Et on va unir nos amis pour que ce soit nous qui dominions ce nouvel ordre. Et puis vous avez Joseph Borrell, qui est le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, qui dit, ah, nous, l'Europe, nous sommes un jardin et nous sommes entourés d'une jungle. Regardez déjà la référence à une jungle, ça vous donne déjà une idée. Ce n'est pas un lapsus seulement, c'est vraiment la pensée C'est qui depuis dit, l'Empire romain qu'on voilà, connaît cette expression. voilà, Le et monde que cette civilisé jungle, et puis les barbares autour. voilà, et que cette jungle va nous envahir. Et donc, vous, les jardiniers, c'est-à-dire les nouveaux diplomates européens, vous devez défendre cette forteresse. Et donc, si vous voyez ça, vous dites, bon, alors cette jungle, c'est nous, c'est le Sud. Mais euh, donc, quel est son rôle? Son rôle, c'est de continuer à envoyer des noix de coco, des bananes, des tomates et rester là où ils sont. Et on va les empêcher. Il ne faut pas qu'ils se développent parce que cette jungle ne pourra pas se développer. Il n'a pas dit, à la rigueur, s'il avait dit, il y a une jungle qu'il faut aider à sortir de son état et de l'aider à se développer. Ah non, il a fait l'inverse. Et donc, mais les deux, vous mettez les deux ensemble, la déclaration de M. Biden et celle de Borrell, et vous avez compris, c'est toujours l'Occident qui veut rester la puissance dominatrice dans le monde, qui impose ses idées, ses valeurs, alors que le Sud a dit, vos valeurs, elles sont peut-être très bonnes, elles sont bonnes pour vous, mais elles ne sont pas les nôtres. Donc vous le voyez, il y a des pays qui le disent franchement, et ils disent, vos valeurs, on n'en veut pas. Ce ne sont pas nos valeurs. Les Chinois le disent très clairement depuis très longtemps.
Moi, je n'interviens pas dans votre pays, non, vous n'intervenez pas dans le mien. Moi, je ne vous dis pas comment diriger votre pays. C'est pour ça que j'ai parlé d'un retour à l'idée westphalienne, c'est-à-dire vous êtes souverain dans votre État. Vous êtes Mhm. souverain dans votre État, vous voulez le bien-être votre population, vos citoyens, mais laissez les gens tranquilles dans ce sens. Ils peuvent être amis avec qui ils veulent. Je peux être ami avec la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe, mais je ne veux pas me faire dominer par qui que ce soit. Donc, c'est cette Si, mentalité, à mon avis, qui émerge. euh, pour continuer dans le même sens de votre développement, si l'on suppose que ce nouvel ordre mondial ou ce nouveau pôle, disons, dans un cadre d'un monde multipolaire, pense à développer un système monétaire et financier qui soit alternatif à celui des Occidentaux. Forcément, c'est un système qui sera voué à mettre un terme à la domination du dollar et de l'euro sur le marché international. Est-ce que cette option-là est possible? Est-ce que on n'aura pas une sorte de déflagration militaire juste pour continuer à asseoir la domination occidentale? Et ça, je vous le dis, à l'aune des informations qui viennent de sortir sur même la possibilité d'utilisation de bombes sales, c'est-à-dire avec des produits nucléaires en Ukraine. C'est très grave, cette histoire et je ne pense pas que la Russie ait balancé cela sans avoir certaines preuves, hein, que c'est en train de se préparer. C'est plausible, je ne dis pas que c'est vrai. En ce moment, il y a pas mal il y a une guerre psychologique aussi, et donc il faut. Mais ça serait très grave. Mais le fait que l'on continue à empêcher une négociation, d'ailleurs, on a empêché la négociation à partir de mars. On a dit c'est fini. Moi, je vous dis des déclarations que vous pouvez vérifier. On va continuer cette guerre jusqu'au dernier soldat ukrainien. Mhm. Until the last Ukrainian. C'est-à-dire, ils vont combattre. On a donné déjà des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine et on commence à toucher ailleurs. On n'a pas voulu de cette. Parce qu'il ne faut pas parler du 24 février. Il faut commencer à parler de 2014 et après. Et cette évolution, on la voyait. Nous, les gens qui étudions le réalisme politique, néo-réalisme, etc., on avait compris, on a dit, oulala, là, les accords de Minsk étaient une bonne chose, maintenant, non. 2015, on commence à voir que on n'en veut pas. Hein, et avec Zelensky, c'était devenu très, très évident. On aurait pu éviter cette guerre. À mon avis, on aurait vraiment pu éviter cette guerre, mais cette guerre, elle a pris des proportions très, très dangereuses. C'est-à-dire que, OK, au début, vous donnez des armes, mais à un moment donné, déjà, il y a des soldats sur le terrain, il y a des formateurs, il y a hein, des conseillers militaires qui viennent de l'Occident, et l'armement est entièrement euh, militaire, enfin occidental. Euh, Jusqu'à présent, on a vu que la Russie a montré quels étaient les objectifs, c'est-à-dire le Donbass et la région où il y avait des Russes, etc., dont on abusait, on les bombardait, on faisait ce qu'on voulait. Ça, il y avait des journalistes, des reporters que je lisais qui rapportaient ça, qui disaient, regardez ce qui se passe dans cette région, il y a des morts, il y a des morts, il y a eu au moins 15 000 qui ont été civils, hein, qui ont été tués depuis 2014-2015. Cette bombe sale, ça serait une catastrophe, je pense, pour l'humanité, parce que vous pouvez essayer de provoquer quelque chose de ce genre qui peut donner lieu vous savez, des accidents dans ce domaine sont très possibles. À l'âge nucléaire, on ne pousse pas la chose à l'extrême. D'ailleurs, il y a maintenant en Allemagne, en France et ailleurs des gens qui commencent à dire, mais vous allez où là ça a pris des proportions qui ne sont pas normales.
vous vous rendez compte de ce qui pourrait arriver. Maintenant, on parle des bombes nucléaires comme si c'était, oui, bon, si, c'est limité quelque part. Vous parlez de nucléaire. On a vu Hiroshima et Nagasaki dans deux villes et on en a vu les conséquences. Les gens en meurent toujours. Et ce n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. On a vu Tchernobyl, ce qui s'est passé, ou autre, ailleurs, ce qui pourrait advenir à la suite de l'Armageddon qui pourrait se produire après, à suite à un truc nucléaire. Donc, à mon avis, euh, peut-être qu'il va y avoir des sages, même Kissinger est devenu un sage par rapport aux élites qui sont sur place. Et il y a même la télévision Fox News, hein, on ne s'y attendait pas, qui critique de ce qui se passe, qui disent pourquoi ne pas mettre cet argent au profit des citoyens américains pour combattre la pauvreté, etc. Maintenant, vous avez parlé d'une alternative. Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que parce qu'il y a ce potentiel d'alternative au système existant, qu'on ne veut pas échouer. C'est-à-dire que l'Occident veut à tout prix rester dominant avec son système. Il n'a rien proposé. L'Occident n'a rien proposé. Et les Européens sont allés tête baissée. Et voilà où nous en sommes. Maintenant, ce qui va advenir, je ne peux pas, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire ce qui pourra advenir. Moi, j'ai un idéal que nous ayons un système, un nouvel ordre mondial multipolaire où tous les pays s'entendent pour respecter les uns les autres dans leur système, etc., sans volonté de leur imposer un système qui n'est pas le leur, qui correspond ni à leurs valeurs, ni à leurs normes, ni à leur culture. Et c'était ça l'idée de 1640, 1648, pardon, du traité de Westphalie. Vous êtes souverain dans votre État, etc. Donc, mais les possibilités sont là parce que, écoutez, si vous suivez le système de Bretton Woods, à partir de 1971, lorsque le président Nixon a découpler Mhm. l'or du dollar, on vit sur du papier dollar. On vit sur du papier, c'est-à-dire on vit sur on imprime, on imprime, on imprime, mais vous continuez à être riche puisque vous utilisez ce papier hein, pour prêter, pour faire payer les autres, etc. Donc là, ce qui se passe, on a vu avec les sanctions que le système alternatif, il n'est pas à 100% efficace, il n'a pas remplacé. Mais ça commence. On utilise d'autres monnaies, on utilise d'autres systèmes d'envoi d'argent par rapport au SWIFT, etc. Donc, moi, je pense que s'il y a une volonté de paix, elle est possible. Des négociations pour arrêter ça. Et moi, je pense en néoréaliste. Hein. Moi, je suis étudiant du néoréalisme. On ne peut pas venir dans votre voisinage et vous mettre des missiles nucléaires. Moi, j'ai étudié Graham Allison sur la crise de Cuba de 1962, où on en est arrivé à aller vers une déflagration nucléaire réelle et ce n'était pas du bluff. Donc, vous comprenez pourquoi ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour les autres. D'accord. C'est-à-dire que Une dernière ceux qui question, connaissent, ceux Monsieur qui voient. Zoubir. Une dernière Oui, j'en question prie. avant Oui. de conclure. Pour conclure, excusez-moi, pour conclure cette émission, êtes-vous optimiste par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde avec l'émergence de ce monde multipolaire ou au contraire, vous êtes pessimiste par rapport au futur? Moi, je pense, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Moi, Réaliste. l'émergence d'une alternative est bonne, mais cette obsession d'empêcher cette émergence est vraiment la cause potentielle d'un Armageddon. C'est mon modeste point de vue. Mhm. Parce qu'aller à la Russie l'a provoqué, puis aller à Taïwan l'a provoqué, avoir un peu partout dans le monde que des conflits
et dire, voilà, toi, tu ne monteras jamais, maintenant, moi, je vais te punir. Allez, celui qui parle, celui qui est ton ami, on va sanctionner, sanctionner. Jusqu'à quand? On ne peut pas faire ça. Donc, je pense qu'il va... Dans toutes les guerres qu'il y a eu auparavant, il y avait un moment où on dit, à côté, les gars, il faut arrêter. Il faut sauver l'humanité parce que l'alternative est mortelle pour l'humanité. Donc, il y a, comme j'ai dit hier, il y a un besoin de coopération. La preuve en a été la pandémie. Sans coopération, c'était catastrophique. Vous avez vu des États qui s'étaient repliés sur eux-mêmes et dire, ah non, moi je donne les vaccins que mon peuple, l'autre idée. Alors qu'il y avait un besoin pour tout le monde. D'accord. Le climat, écoutez, je suis à Marseille, il fait 25-26 degrés au mois d'octobre. À Paris, il fait la même température. Donc, en Europe, hein, en entier. D'accord. Donc, il y a un besoin de coopération et je pense et j'espère que les sociétés civiles, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique et ailleurs, qu'elles portent leur voix pour dire la guerre Bien, n'est bien sûr. bonne pour personne.